Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Nouvelle vie pour la Poste béninoise à l'ère du numérique. Ce 11 octobre, journée mondiale de la Poste. Le sujet était au cœur de la célébration présidée par le ministre Alain Orunla. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin entre dans un nouveau processus électoral devant conduire à la désignation de ses dirigeants. Le comité en charge de ce processus est désormais opérationnel. Et puis, Journée internationale de la fille, une célébration à laquelle le Plan international a voulu donner un cachet particulier au Bénin. Nous en parlerons dans un instant. Merci et bienvenue à cette édition qu'on démarre par la Poste. Le Bénin, vous le savez, a célébré la journée de la Poste ce vendredi à Cotonou. Le ministre de la Communication et de la Poste, entouré des membres de son cabinet et des acteurs postaux, a jeté les bases d'un engagement national afin que les Béninois s'approprient cet important outil de développement à l'aide du numérique. Jérôme Mouba. La Poste du Bénin est au cœur d'un changement de paradigme pour une croissance économique notable. Affaibli par l'évolution de la technologie, cet instrument de développement entend désormais prendre son envol grâce aux opportunités que lui offre le numérique. En témoigne la création de ce ministère dirigé par Maître Alain Orunla. C'est donc à juste titre que le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, entend poursuivre la réforme du secteur postal pour des changements notables dans ce secteur et redonner à la Poste son prestige et sa notoriété. Des propositions idoines se feront sur la réorganisation de l'industrie postale, notamment sur la branche du courrier, pour réduire les coûts et optimiser les délais de livraison. Les mécanismes pour l'évolution ou la mise en place des services financiers, des services de logistique, des services de certification, des services de messagerie. Les meilleures approches pour une intégration du secteur postal à l'international. Les voies et moyens pour tirer profit de l'évolution fulgurante du commerce électronique et des nouveaux moyens de paiement. Le thème retenu par le Bénin pour cette célébration est « Secteur postal et croissance économique ». Il est aujourd'hui indispensable de moderniser les services de la Poste. Premier élément. Deuxième élément, il mérite également qu'on réforme les services de la Poste. Troisième élément, on doit pouvoir transformer la Poste par des investissements efficaces, d'où il est indispensable d'avoir l'accompagnement de l'État. L'UPU livre la croissance dans de nombreux domaines tels que la santé, le travail décent, l'éducation, l'environnement, la paix et la justice, entre autres. Par ailleurs, la Poste vient de révéler le Bénin au monde. Mademoiselle Francilia Somissou Koukoui, lauréate du concours épistolaire de l'Union postale universelle édition 2019, est attendue très prochainement à Berne en Suisse pour y recevoir sa distinction mondiale. C'est une fierté et un honneur que notre pays soit distingué une fois encore au plan mondial. Nous avons déjà un nouveau système d'information et de gestion qui s'adapte déjà aux nouvelles exigences de la clientèle. Pour nous, les clients, ce ne sont pas des personnes en dehors du système postal. Ils font partie de la Poste parce que c'est leurs critiques et leurs suggestions qui nous font améliorer la qualité du service que nous leur rendons. La Poste est un vaste réseau que le Bénin, que les acteurs du numérique peuvent utiliser pour faire de l'inclusion numérique et permettre aux différents acteurs de l'activité économique de profiter du numérique pour améliorer leur performance au quotidien de manière à accroître l'économie. Quand on a perdu dans ce pays tous les services financiers, il ne restait que la Poste. Et la population doit savoir que la Poste continuera d'exister tant que l'État béninois existera. Donc la Poste, c'est un socle, la Poste, c'est une garantie
Donc la population doit lui faire confiance. Les gagnants du jeu Tombola de la Poste ont également reçu leur prix. Les participants à cette journée de la Poste ont suivi deux communications. Et prenons à présent les nouvelles de la Haute Cour de justice. Les juges de la haute juridiction en séminaire pour 72 heures, un séminaire d'appropriation des tests régissant le fonctionnement de l'institution engagée à renvoyer au sein de l'opinion une autre image que celle d'un épouvantail qu'on a gardé d'elle jusque-là. Voilà le reportage de Guillaume Avienou et de Prissomba. Les juges de la Haute Cour de justice en séminaire d'appropriation des tests régissant l'institution. 72 heures de brainstorming autour de 5 thématiques, entre autres les tests fondamentaux de la Haute Cour de justice et la procédure parlementaire, mais aussi la procédure applicable après le vote de la mise en accusation, sans oublier la déontologie et l'éthique du juge et du personnel judiciaire. Une formation qui se justifie en fait. En un an, la Haute Cour de justice a renouvelé l'essentiel de son personnel judiciaire, de ses juges plus précisément, 6 membres de la Cour constitutionnelle en juin 2018, 6 nouveaux députés désignés par l'Assemblée nationale en juin, lors des élections de 2019 et installés en juillet 2019. Il ne reste donc depuis un an que le président de la Cour suprême qui est resté en fonction. 12 juges ont été renouvelés sur 13. Ces nouveaux juges, qui ne sont pas des magistrats professionnels, ni même des juges professionnels, ont besoin d'être formés à l'exercice de leur mission juridictionnelle, qui est une mission spécifique et pour laquelle on ne s'improvise pas juge. Le présent séminaire intervient selon ses organisateurs dans un contexte marqué par des récriminations de nombreux citoyens contre la haute juridiction dont ils estiment la procédure lourde et lente, et surtout par la volonté du président Patrice Talon de renvoyer dans l'opinion une autre image de la Haute Cour de justice. Le chef de l'État nous a assuré de tout son soutien et nous a engagés à tenir compte du fait que, je cite le chef de l'État, le peuple béninois veut se convaincre que la réforme du système partisan a mis à bas la République des arrangements entre coquins. Fin de citation. De toute évidence, l'affaiblissement de la Haute Cour de justice ne profitera pas à l'État de droit. C'est pourquoi notre détermination à surmonter les obstacles ne devrait souffrir d'aucune frilosité. Pour la première fois, pense-t-on, la juridiction va jouer efficacement son rôle constitutionnel. Il y va de la garantie de la bonne gouvernance, de la moralisation de la vie publique, de la fin de l'impunité des gouvernants et de la consolidation de l'état de droit, conclut la présidente de la Haute Cour de justice. Et on reparle de la fermeture des frontières par le Nigeria, une situation préoccupante. Le ministre des Affaires étrangères et le chef de la délégation allemande se félicitent des démarches engagées et souhaitent qu'elles aboutissent pour le bonheur des populations. On les écoute au micro de Jérôme Mboua. J'ai compris les défis auxquels vous êtes confrontés par l'actuelle fermeture de la frontière avec le Nigeria. Croyez-moi, en tant que chef de division dans mon ministère de cette partie de l'Afrique de l'Ouest, je sais qu'il s'agit d'un problème sous-régional qui touche tous les pays voisins du Nigeria et le Nigeria même. J'ai appris que les conséquences seraient encore plus graves si votre gouvernement n'avait pas entrepris des réformes depuis 3 ans pour renforcer la résilience de l'économie béninoise. Vous avez diversifié les sources de rentrées fiscales et douanières, tout en œuvrant à la sécurisation et à une meilleure gestion des ressources de l'État. J'ai appris que votre ministre de l'Agriculture tire de cette fermeture la conclusion que le Bénin ne doit pas seulement viser le marché régional, mais aussi le marché international et qu'il souhaite atteindre les standards de qualité nécessaires qui le permettront. Le dialogue continue avec le Nigeria. Les conversations sont en cours. Nous essayons de trouver les voies et moyens de retourner à ce qui est prévu dans le cadre de la CEDEAO, à savoir la libre circulation des biens et des personnes. Nous essayons de discuter dans un cadre sous-régional des solutions qui pourraient permettre à ce pays, mais aussi
aux divers pays touchés par cette mesure prise par le Nigeria d'aboutir à une situation de circulation, de libre circulation qui, normalement, est une solution que nos populations appellent de tous leurs voeux. L'engagement est là, la conversation continue et j'ai bon espoir que très bientôt, cette situation, il faut le dire, pas forcément agréable, sera derrière nous. Vous avez eu le mérite de relever également que le Bénin est convaincu que c'est en visant aussi les marchés internationaux que nous renforçons la résilience de notre économie. C'est en ouvrant de nouveaux horizons, à la fois pour nos opérateurs économiques, que nous consolidons et renforçons cette résilience. Et vous avez eu raison de rappeler ce que mon collègue, le ministre de l'Agriculture, a dit concernant la production et l'exportation des produits vivriers. Il faut préciser que c'était en marge des négociations bénino-allemandes que les deux personnalités se sont prononcées sur cette situation aux frontières bénino-nigérianes. Et on parle maintenant de la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour les 5 prochaines années. Cette équipe donc sera bientôt installée. Le comité qui doit conduire le processus électoral est désormais connu. Les membres de ce comité ont été officiellement installés ce matin au siège de l'institution à Cotonou. Jean-Claude James, Alexis Culom. La mission est grande, tout un défi. Réussir le processus électoral consulaire et les 109 à qui le gouvernement vient de faire confiance. Chers membres du comité d'organisation, vous avez une lourde responsabilité devant le gouvernement et le peuple béninois, en ce sens que vous devez tout mettre en œuvre pour conduire avec succès le processus électoral devant aboutir à la mise en place des nouveaux organes dirigeants de la CCIB, à savoir l'Assemblée consulaire et le bureau exécutif. À cet effet, je voudrais vous exhorter à accomplir votre mission avec détermination, professionnalisme, esprit de responsabilité et sens élevé du travail bien fait. Cette installation intervient après adoption le 25 septembre 2019 des nouveaux tests statutaires de l'institution qui impliquent des changements. Des améliorations apportées concernent la rationalisation, la simplification, la professionnalisation et la réforme transparente du processus électoral. C'est ainsi que désormais, 69 élus consulaires seront désignés en lieu et place des 99 avec l'implication de la Sénat et l'utilisation du vote électronique. Le processus électoral est ainsi enclenché et la phase de recensement commence le lundi prochain sous la houlette de la Sénat. Sont concernés les acteurs du commerce, de l'industrie et des services. L'industrialisation et la transformation économique et sous-régionale préoccupent les universités d'Afrique de l'Ouest. Elles veulent s'y impliquer. C'est en tout cas le sujet qui retient l'attention à la 7e conférence et à la 9e Assemblée générale annuelle de l'Association des universités d'Afrique de l'Ouest. Blaise Adampo, Daniel Ada. L'université d'Abomey-Calavi, carrefour d'un double événement. Il s'agit de la 7e conférence et la 9e Assemblée générale annuelle de l'Association des universités d'Afrique de l'Ouest. L'importance de ce colloque pour les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les opérateurs économiques et le gouvernement n'est plus à démontrer. Les enjeux au cœur des différentes assises des systèmes de gouvernance de la recherche en Afrique en général et dans notre pays en particulier se sont pendant longtemps focalisés sur la contribution à la production de connaissances à mettre à la disposition de l'humanité pour faire face aux défis de développement. Ce rendez-vous scientifique se déroule autour d'un thème précis. Le rôle des universités de l'Afrique de l'Ouest dans l'industrialisation régionale et la transformation économique. Ce thème est invocateur. Il met les universités d'Afrique face à leur rôle pour une véritable transformation économique de la sous-région.
De nombreux indices indiquent que l'Afrique est un continent en développement. Ce développement tant souhaité ne peut se réaliser que grâce à l'industrialisation dont la résultante est la transformation économique de nos nations. Les universités de l'Afrique de l'Ouest ont donc un rôle à jouer pour faciliter la transformation économique rapide de notre sous-région. Les assises se déroulent sur 4 jours. À thème, des recommandations seront adressées aux gouvernants pour des actions pour une industrialisation régionale. Restitution des résultats de l'étude d'analyse prospective du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'atelier a réuni les cadres du ministère de l'Agriculture, le groupe d'experts internationaux qui ont présenté les résultats des études ainsi que les acteurs de l'agriculture. Christelle Tongodo, Alexis Kenom pour le reportage. Les résultats qu'on va vous présenter, c'est beaucoup plus des résultats sur le programme d'investissement, un axe précis du programme d'investissement qui soutient les initiatives du secteur agricole. L'analyse de ces données implique des objectifs de développement économique et socio-écologique, d'où le projet Appui Conseil aux politiques agricoles de la coopération allemande piloté par la GIZ. Afin de soutenir le pouvoir public dans l'élaboration de la mise en œuvre de politiques cohérentes et efficientes dans le secteur agricole, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ, a initié le fonds d'appui conseil aux politiques agricoles mis en œuvre par la GIZ. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Un seul monde sans fin, qui est présent au Bénin à travers de plusieurs projets, dont le projet Centre Innovation Verte, protection et réhabilitation de sol, sécurité alimentaire et renforcement de la résilience, politique foncière responsable et promotion du financement agricole. Le nouveau projet dénommé Conseil aux politiques agricoles vient de renforcement aux projets existants du secteur vert de la GIZ et va assurément contribuer au développement du secteur agricole au Bénin. Le développement du secteur agricole reste une priorité pour le gouvernement et pour atteindre cet objectif, le Bénin s'est doté de plusieurs outils. Le Bénin s'est doté en 2017 d'un plan stratégique de développement du secteur agricole, PSDSA, à l'horizon 2025 et d'un plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire nutritionnelle, PNIASAN, sur la période 2017-2021. Les 10 plans s'alignent sur les documents de politique nationale et régionale, en l'occurrence le programme d'action du gouvernement, la politique agricole régionale de la CEDEAO et le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. Cet atelier de restitution est appelé à combler plusieurs attentes, précisément celles en matière de réduction de la faim et de la pauvreté au Bénin. La pêche illicite est une réalité dans les pays du Golfe du Bénin. Alors, pour mieux cerner la problématique, les pays mènent une lutte conjointe qui se traduit, entre autres, par un atelier de partage d'expériences. L'intérêt est de permettre aux participants d'apprendre des forces et faiblesses de chacun de ces pays en matière de pêche illicite. C'est la ville de Grand Popo qui accueille cette rencontre. On retrouve Christelle Tongolo. Ces pays de la baie du Bénin mènent une lutte de longue haleine contre la pêche illicite. Mais les cas du Bénin, du Togo et du Ghana ont une particularité. Gulf of Guinea area is a place with a lot of illegal fishing, where as much as 40%. Le Bénin a pris le lead de la lutte contre la pêche illicite. Donc nous sommes entrés en partenariat avec le Bénin pour aider le gouvernement béninois à lutter efficacement contre cette pratique. L'opération Guégou est une campagne de lutte contre la pêche INN que nous avons effectuée au Bénin au mois de mars-avril, ensemble avec le soutien logistique d'une ONG qui s'appelle Sea Shepherd et avec l'entremise de l'ONG béninoise Eco-Bénin. Cette opération a consisté
a effectué des patrouilles de façon continue pendant 3 semaines au-delà des eaux territoriales, donc jusqu'à environ 300 km de nos côtes. Et nous avons pu constater que les actes de déprédation ne se passent pas sur la côte, mais en haute mer. Et les acteurs de ces actes criminels sont conscients de la faiblesse des moyens dont disposent les États, et c'est pour cela que l'activité se déroule aussi loin de la côte. Pour capitaliser toutes ces expériences, un collectif a vu le jour. Il entend harmoniser avec les pays membres leurs ressources en la matière afin d'arriver à bout de la pêche illicite. Within the Gulf of Benin, le golfe du Bénin dispose dans ses plans d'eau des spécificités de poissons et de mangroves qu'il importe de protéger pour le présent et pour les générations à venir. Donc l'initiative, c'est de mettre en synergie les efforts du Bénin, du Togo et du Ghana pour lutter, pour faire face à la pêche illicite. Et nous faisons des plaidoyers à l'endroit de nos gouvernants pour qu'ils prennent à bras le corps la question de la pêche illicite pour préserver les ressources pour que les générations présentes et à venir puissent en jouir. Protect some of the resources that we have. Il est important de rappeler que la pêche illicite englobe entre autres la pêche sans autorisation, la récolte des espèces protégées et l'utilisation de matériel de pêche illégal. Plan international, dans le cadre de la Journée internationale de la fille, a organisé une série de manifestations, une initiative qui a permis aux responsables de cette institution d'aborder les maux qui minent le système éducatif au Bénin à travers un panel. L'activité s'est étendue à la Maison des médias face aux hommes de la presse. L'accent est mis entre autres sur l'influence des stéréotypes dans les films et les médias. Malini Tibozo, Monitor. L'égalité aux filles, une cause défendue par Plan International, organisatrice de cette caravane. Partie du carrefour Sika Toyota, elle échoue au stade général Mathieu Kérékou. Nous devons nous dire la vérité d'entrée de jeu, le changement, sinon les changements se produisent souvent à un rythme trop lent. Et c'est à juste titre que cette édition de la Journée internationale des filles est placée sous le thème « Les filles gagnent en égale représentation ». Les statistiques ne sont guère reluisantes. Au Bénin, 1027 cas de grossesse ont été enregistrés dans les écoles et collèges. À cela s'ajoutent les nombreux cas de harcèlement dont sont victimes les filles. Je veux dire à toutes les filles ici que chacune de vous doit parler à 50 filles en rentrant et chaque semaine, 50 nouvelles filles sensibilisées. Et le premier message que vous devez leur passer, c'est que on a la liberté de choisir. Choisir de terminer ses études pour devenir un jour ministre, député, représentant de Plan Bénin, président de la République. C'est possible. Après la cérémonie officielle, la délégation de Plan International se rend à la Maison des médias pour y rencontrer les hommes de la presse. L'accent est mis ici sur les résultats d'une enquête sur le rôle crucial des médias dans le façonnage des ambitions des filles au leadership. Les recherches nous indiquent clairement que les filles et les femmes, en tant que citoyennes et certainement comme leaders, ne sont toujours pas vues sur les écrans comme les égales des garçons et des hommes. Ce rapport nous interpelle aussi en tant qu'acteurs des médias. Et vous savez que nous avons un pouvoir immense. Nous pouvons changer la donne. Nous pouvons accompagner les jeunes filles à devenir des leaders. En célébrant cette journée, Plan International veut mettre les filles et les jeunes femmes au devant de la scène. L'organisation veut permettre aux filles également d'occuper des postes de responsabilité grâce à un accompagnement des mentors. Et on reste donc toujours sur cette actualité pour parler donc de la célébration officielle aujourd'hui même au quartier Saint-Cécile à Cotonou, une manifestation présidée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Christelle Tongolo. Un enfant qui
qui est violentée, qu'est-ce que nous faisons? Une question qu'elle se pose depuis bien des années. Angélique Kidjo et Éléonore Sogloron, face à la presse, interrogent la conscience des adultes sur le respect des droits des enfants. C'est difficile toujours pour moi de parler de la douleur des enfants parce que je ne comprends pas comment on peut vivre au XXIe siècle et que nos enfants continuent toujours à souffrir au mets des adultes. Nous sommes censés les protéger, nous sommes censés les aimer et nous sommes les premiers à violer leurs droits et à leur faire du mal. Et comment on peut justifier ça, ça me dépasse. Il ignore les questions de violence ou l'ampleur des violences faites aux enfants au niveau du Bénin, au niveau de notre pays. L'UNICEF œuvre autant que se peut pour lutter contre les violences faites aux enfants et pour la promotion de l'éducation des enfants et surtout des filles. Échange à bâton rompu entre ambassadrices de bonne volonté de l'UNICEF et journalistes avides de savoir. Pour édifier ces derniers, les témoignages des premières prennent des airs de confidence. Comme on dit, j'ai rencontré une gamine, elle m'a épatée complètement parce que ses parents sont décédés. On l'a ramenée à une de ses tantes à Grand Popo et elle avait 2 ans et demi quand elle est arrivée. Elle arrive et elle est devenue le souffre-douleur de sa tante qui la nourrissait pas, qui la tapait. Et puis un jour, elle avait faim, elle a été manger du poisson. La tante, prise de colère, a mis sa main droite dans l'huile chaude et elle a perdu tous ses doigts à l'exception du pouce complètement et l'index, une partie de l'index n'est plus là. Et elle s'appelle Déogracias, c'est son prénom, Déogracias. Je dis Dieu t'a vraiment béni parce qu'elle a pu arriver dans ce centre. Elle n'aura certainement pas de famille où retourner, donc elle va rester dans ce centre-là. Et avec 2 doigts, elle fait des colliers en perles absolument fantastiques. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais il n'y a rien à faire, cette fille, il faut la soutenir. Il faut les soutenir, a-t-elle poursuivi en réitérant son engagement vis-à-vis des couches vulnérables. Mon engagement personnel, c'est mon temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je n'ai pas un moment de repos. Entre ma carrière, tout ce que je fais, je me dis toujours, le temps j'aurai quand je serai vieille. Ma grand-mère maternelle avait l'habitude de dire, tu te reposeras quand tu seras 6 pieds sous terre. Tant qu'il y aura un enfant qui va souffrir chez moi et dans le monde, je ne pourrai pas dormir en paix. Dans l'absolu, ces 2 militantes de la protection des droits des enfants se donnent pour priorité de lutter contre les violences faites aux enfants pour leur plein épanouissement. On a plutôt suivi une activité relative aux violences faites aux enfants. Ça reste dans le même créneau avec la célébration de la Journée internationale de la fille. On revient donc sur la célébration officielle au quartier Saint-Cécile à Cotonou, une manifestation présidée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Reportage. 3045 grossesses en milieu scolaire en 2016 à 1122 en 2019. En 3 ans, une évolution notable a été enregistrée au Bénin où la préservation des droits de la fille est désormais une priorité. Mais ce chiffre encore trop élevé traduit la persistance d'inégalités entre filles et garçons que ce 11 octobre, Journée internationale de la fille, permet de mettre en lumière. L'état des lieux de la situation des filles révèle que de la naissance à l'âge adulte, elles font l'objet de nombreuses discriminations qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits et les contraignent à vivre dans une situation d'infériorité par rapport aux garçons. Il est noté une forte vulnérabilité des filles du fait de leur exposition aux violences de toutes sortes et aux abus de tout genre. Au Bénin, 3 filles sur 10 sont données en mariage précoce et forcé avant l'âge de 18 ans. Et une fille sur 10 est donnée en mariage avant l'âge de 15 ans. Et quand une fille de manière précoce est donnée en mariage, quelle est la place de ses rêves? Quelle est la place de ses ambitions? Quelle est la place de ses aspirations? Indirectement, on lui dit non, tu n'as pas le droit, alors que cette jeune fille, elle a beaucoup d'opportunités, elle peut apporter beaucoup de changements dans sa communauté. Aux filles, l'égalité, c'est le mot d'ordre scandé le long de la rencontre, un slogan entrecoupé par divers discours qui mettent tous l'accent sur l'éducation comme élément de base de tout développement et de toute émancipation de la fille. Il s'agit ici de donner la possibilité aux jeunes filles du Bénin d'exprimer leurs aspirations, mais aussi leurs défis.
Pour cette consultation, nous avons tous décidé d'oublier les logos des uns et des autres et de nous rallier tous et toutes, derrière une figure emblématique, une mascotte. Elle s'appelle Fati. Elle a 13 ans. Elle représente les filles du Bénin et doit être notre cri de ralliement à toutes et à tous, car nous travaillons tous pour elle. Nos actions doivent donc être orientées vers l'éducation, qui représente un droit fondamental pour toutes les filles. L'éducation de la fille est reconnue comme un des leviers pour sortir de la pauvreté et s'émanciper. Nous devons travailler à faire avancer nos pratiques, notre mentalité. Nous ne pouvons pas continuer à évoquer les facteurs socioculturels et la pauvreté pour justifier la non-scolarisation de nos filles. Nos traditions sont notre abreuvoir, mais à condition qu'elles nous procurent le bien-être et favorisent notre épanouissement. L'égalité pour les filles, la chose n'est pas impossible. Elle pourrait enfin devenir une réalité avec l'implication de tous les acteurs. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité à 23h30. Jérôme Houbot pour le JT Soir. Merci et à demain.